Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Dimanche Invité. Ce dimanche, nous recevons Monsieur Mamadou Abdoulaye Diko. Il est du secrétariat politique de l'URD, Union pour la République et la démocratie. Monsieur Diko, merci d'être sur ce plateau ce dimanche. Merci beaucoup, Monsieur Sidibé, de votre invitation. Monsieur Diko, nous allons évidemment parler de votre parti qui est l'URD. Comment se porte l'URD aujourd'hui? L'URD se porte bien malgré quelques difficultés, quelques incompréhensions inhérentes à tout regroupement humain et surtout inhérentes à un regroupement politique. Nous avons des divergences de vues. Nous avons des divergences de points de vue, mais en définitive, le parti reste intact avec l'ensemble de ses militants et cadres. Et c'est ce qui est réjouissant. Le parti se porte bien malgré, en tout cas, ces épisodes judiciaires que le parti a connus. Oui, c'est ce que je disais. Du point de vue santé, le parti n'a pas perdu un seul militant. Oui. Vous aurez constaté que malgré nos divergences, malgré l'épisode dont vous parlez, le parti reste avec ses militants, avec ses cadres, debout pour le pays. La bataille judiciaire dont vous parlez a été malheureusement une épreuve qui a mis un peu le parti au devant de la scène. Oui. Pas forcément en des bonnes nouvelles, mais je crois que progressivement nous sommes en train de sortir de là pour définitivement nous mettre en ordre de marche. Diko, vous êtes du secrétariat politique de l'URD. À la date d'aujourd'hui, qui dirige l'URD? Qui est le président de votre parti? Le président incontesté de notre parti s'appelle Gouagnon Coulibaly. Il y a un président contesté? Il avait été contesté par d'autres camarades, d'où l'épisode judiciaire dont vous parlez. Mais à ce niveau aussi, les choses se sont arrangées. En effet, la première contestation a été portée devant le juge du tribunal de première instance de la commune 5 qui a rendu une décision, laquelle fut totalement et intégralement confirmée dans toutes ses dispositions par la cour d'appel de Bamako en son audience du 7 septembre 2022. Dès lors, nous pensons que Gouagnon Coulibaly, qui a été élu par un congrès qui a mobilisé plus de 1100 délégués venus de toutes les sections de l'intérieur, mais de la quasi-totalité aussi des sections de l'extérieur. Ça a été une très grande fête démocratique du parti et c'est cette légitimité démocratique qui a été confirmée par les décisions judiciaires dont vous parlez. Nous allons évidemment évoquer cet arrêt rendu par la cour d'appel de Bamako le 7 septembre. Mais avant ça, qui occupe le fauteuil du président, en tout cas du parti au niveau du siège national aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, M. Diko? Le siège national était occupé par le professeur Salikou Sanogo qui assurait l'intérim du président du parti, décédé, comme vous le savez, paix à son âme. À l'issue du congrès, qui a élu, je le rappelle, Gouagnon Coulibaly avec une majorité écrasante et écrabouillante, jamais égalée selon les fondateurs de l'URD, jamais égalée dans l'histoire des congrès du parti. Donc, après cette élection, le président Gouagnon élu a demandé au professeur de faire la passation comme il est d'usage. Oui. Il ne l'a pas voulu. Malheureusement, nos divergences se sont transportées dans les prétoires, dans les espaces publics et médiatiques, et ensuite dans les prétoires. Oui. Aujourd'hui, la décision rendue par la cour d'appel lui a été notifiée conformément aux usages. Oui. Et j'espère que dans les jours à venir, en toute camaraderie, dans un esprit de convivialité, le témoin sera passé à M. Gouagnon pour qu'il exerce enfin
la plénitude de ses responsabilités et prérogatives de président de l'URD élu. Vous êtes en train de nous dire qu'à la date d'aujourd'hui, c'est effectivement le professeur Salikou qui occupe le fauteuil du président du parti au niveau du siège du parti? Vous savez, je suis aîné très peiné d'être dans ces détails-là. En vérité, le siège aujourd'hui, il est déserté. J'y ai fait un tour il n'y a pas 2 semaines. Il est quasiment désert. Le professeur Salikou, semble-t-il, occupe à ses bureaux au niveau du siège du chef de file de l'opposition. Vous savez, les 2 sièges ne sont pas loin l'un de l'autre. Oui. Mais formellement, juridiquement, oui, personne n'occupe le siège d'abord. La passation, elle va être faite dans les semaines à venir, dans les jours à venir, comme je vous l'ai dit. Et en ce moment, venez me voir, je vous répondrai de façon péremptoire pour vous dire qui occupe véritablement le siège. Le président élu, confirmé par des décisions judiciaires, cherche en bon droit d'aller occuper le siège dans un esprit d'ouverture. En l'occupant, il ne s'agira pas pour lui de dire à quelqu'un dégage. Non. L'esprit qu'on veut impulser, la dynamique nouvelle qu'on peut mettre en marche, c'est de travailler au rassemblement. Le professeur Salikou, c'est un éminent professeur. Moi, je lui voue une déférence singulière en raison de son parcours militant, en raison de sa dimension intellectuelle, en raison de sa grande humilité. Je suis convaincu que ces vertus qu'il incarne seront mises à profit pour que les choses se passent dans les meilleures conditions afin que l'URD soit ce que les Américains appellent comeback, parce que l'URD a été trop absent dans le débat politique et c'est regrettable. Une force politique majeure comme l'URD doit être audible, doit peser de tout son poids dans le débat politique, dans le débat public. Malheureusement, l'épisode dont vous parlez nous a un tout petit peu écarté de cette posture-là. Et plus que jamais, croyez-moi, le président Guagnon, tous les autres camarades sont désormais définitivement debout pour que notre parti, qui a vocation à parler aux Maliens, qui a vocation à faire des propositions aux Maliens, qui a vocation à aller à la conquête du pouvoir, à l'exercer, pour offrir d'autres nouvelles perspectives au Mali, sera debout et Inch'Allah, dans les jours à venir, vous verrez des actions assez vigoureuses allant dans ce sens. Quelle a été la réaction du camp du professeur Salikou à cette décision de la cour d'appel du 7 septembre? J'ai lu un communiqué signé du secrétaire général du parti, l'honorable Daouda Touré, qui prend acte de l'arrêt rendu, mais qui envisagerait un pourvoi en cassation. J'avoue que c'est des voies de recours classiques. Quand on perd le procès en appel, en bon droit, on peut aller se pourvoir en cassation. Mais sauf que ce pourvoi en cassation, il faut le dire, il faut l'expliquer, ne change pas grand-chose par rapport à la réalité concrète, juridique concrète. La Cour d'appel a rendu une décision qui confirme le premier jugement. Laquelle décision, lequel arrêt de la Cour d'appel permet aujourd'hui à Guagnon Coulibaly d'aller occuper le siège, oblige ceux qui l'occupent aujourd'hui, à savoir le professeur Salikou, de lui passer le témoin. La décision... Vous voulez dire que ce pourvoi n'a pas un effet suspensif? Absolument pas. Ce pourvoi n'a aucun effet suspensif. Le pourvoi n'empêche pas l'application rigoureuse et intégrale de la décision de la Cour d'appel. Moi, je suis vraiment attristé d'être en permanence dans ce débat judiciaire, alors que les enjeux du pays sont ailleurs. Je vous ai rappelé le rôle singulier qui est celui de notre parti. Nous sommes un parti de masse. Nous sommes un parti en capacité de production d'idées, de propositions pour le pays. Je pense que le débat il serait intéressant si on le focalisait sur les enjeux du pays, sur ce que les Maliens attendent de l'URD, sur ce que l'URD veut offrir aux Maliens. Aujourd'hui, c'est dommage qu'on en soit là. Mais comme je vous l'ai dit,
dans un esprit d'ouverture, dans un esprit de main tendue, dans une démarche de main tendue, le professeur le monsieur Guagnon Koulibaly, président élu légitime, judiciairement reconnu, entreprendra des actions visant à rassembler. Et je suis convaincu que dans ce que vous appelez camp, je l'ai dit à d'autres occasions que moi, l'expression camp, je n'en veux pas trop. Oui, mais s'il empruntait le chemin contraire, quelle serait la réaction? Je ne peux pas envisager cette perspective. Je vous ai dit, Salikou est d'une très grande sagesse. Il est d'une très grande humilité. C'est un intellectuel de très haut niveau. Et il est entouré par des gens de très bonne foi, qui peuvent se tromper à un moment, qui peuvent ne pas être d'accord sur telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, nous sommes un parti républicain. Nous sommes un parti républicain et nous l'avons démontré par le passé que on nous a spolié une victoire électorale ici. Nous avons fait montre d'un esprit républicain. Aujourd'hui, je ne peux pas imaginer que Salikou Sanogo soit dans la perspective de refuser l'application de cette décision de justice. C'est un républicain, je le connais, c'est un militant, c'est un grand intellectuel. Je ne peux pas envisager qu'il pouvait être dans une situation où il empêcherait ou refuserait l'application d'une décision qui lui a d'ailleurs été signifiée depuis vendredi. Quelles seront les implications de cette décision? Les implications, c'est que cette décision confirme une réalité politique, une légitimité démocratique du parti qui s'est très clairement exprimée lors du congrès. Je dis, ceux qui ont créé le parti ont estimé que dans l'histoire de l'URD, jamais un congrès n'a autant mobilisé. Cette légitimité démocratique-là, elle va au-delà des personnes de Guagnon et de Salikou. C'est le peuple URD, venu de tous les coins du Mali et d'une très bonne partie des pays à l'étranger, qui sont venus désigner un homme, en faire le candidat en remplacement de notre président légitime, historique, paix à son âme Soumaïla Cissé. Je pense que cette légitimité démocratique, elle mérite d'être respectée, elle mérite d'être acceptée. Et je suis convaincu que, connaissant Salikou, connaissant un certain nombre de personnes qui sont autour de lui, qui ont tout donné à ce parti, qui ont mouillé le maillot, nous sommes venus il n'y a pas longtemps. C'est eux qui ont fait du parti ce qu'il est, pour que nous l'envions et que nous venions. Je ne suis pas le seul, il y a d'autres qui sont venus. Et ils ont fait de la place à tout le monde. Cet esprit d'ouverture-là, cette main tendue qui est caractéristique de notre parti, je suis convaincu que dans les jours à venir, nous allons encore démontrer que nous sommes un parti républicain et que Salikou Sanogo et tous les autres, nous sommes derrière ce que nos autorités judiciaires décident et qu'il n'y aura aucun problème par rapport à la passation prévue. Vous avez parlé d'autorités judiciaires. Nous avons constaté que des cadres de l'URD, comme aujourd'hui, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Jusque-là, les Maliens n'ont vu aucune réaction officielle de la part de l'URD face à ces mandats d'arrêt international lancés contre un de vos camarades. Je vais nommer Dr Boubou Cissé. Il n'est pas le seul. Il y a le ministre Mamadou Igor aussi, qui est un des nôtres, qui fait l'objet. Vous savez... Pourquoi vous n'avez pas réagi à... Non, nous leur apportons en permanence notre soutien. Mais vous savez, quand on est républicain, on doit faire extrêmement attention avec la matière judiciaire. C'est des sujets de droit. Ils peuvent être poursuivis. Mais bien sûr, ils doivent en toutes circonstances bénéficier d'un certain nombre de choses, dont le principe de la présomption d'innocence, dont la nécessité du respect absolu des droits de la défense. Boubou Cissé, Mamadou Igor ont le soutien indéfectible du parti dans cette épreuve-là. Mais encore une fois, c'est une épreuve judiciaire. Tu comprendras qu'on ne puisse pas aller dans certaines postures. Nous sommes solidaires de nos camarades. Nous l'avons dit, certains d'entre nous leur ont parlé de vive voix. Mais n'attendez pas de nous pour constituer une obstruction à la justice. Et même les camarades dont vous parlez ne le souhaiteraient pas. Ils sont prêts. Je suis convaincu de ça. C'est des hauts cadres du pays, c'est des grands intellectuels qui ont assumé des hautes fonctions dans ce pays. Je suis convaincu que si les conditions d'un procès équitable sont réunies, il n'y a aucune raison qu'ils ne viennent pas s'expliquer. C'est des sujets de droit, c'est des citoyens comme tous les autres. Ils peuvent avoir affaire avec la justice. Mais attention, arrêtons de condamner avant de juger. Et c'est malheureusement le cas très souvent dans notre pays.
Certains de vos militants qui n'ont pas peut-être le même rang dans les partis que vous pensent qu'il s'agit d'une décision, une instrumentalisation de la justice pour écarter des potentiels candidats à l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez la même lecture que ces militants de l'URD qui pensent ainsi? Bon, je ne voudrais pas rentrer dans des considérations pareilles. Il peut s'agir de ça également. Peut-être, oui. peut-être. Mais je voudrais à ce stade, permettez-moi de ne pas rentrer dans des rumeurs. En vérité, c'est des rumeurs. Une procédure ordinaire est ouverte, une information judiciaire est ouverte contre eux. Et il se trouve qu'au moment où on ouvrait l'information judiciaire, ils n'étaient pas dans le pays. Les autorités judiciaires ont estimé que elles sont en droit de délivrer à leur encontre un mandat d'arrêt international. Encore une fois, moi j'ai confiance à la justice. J'ai confiance aussi au docteur Boubou Cissé, au ministre Mamadou Igor, pour qu'ils reviennent s'expliquer devant le peuple malien, devant la justice de leur pays. Mais attention, il s'agira d'une justice où, encore une fois, les principes dont je parlais, à savoir le principe sacro-saint de la présomption d'innocence, le principe du respect absolu des droits de la défense sont réunis. Je ne doute pas qu'ils viendront. Je ne doute pas qu'ils seront là pour s'expliquer. Mais encore une fois, travaillons à garantir une justice implacable pour tous, juste pour tous. Dans les sièges de négociations pour la libération des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, le Mali aurait demandé un échange, si vous voulez, d'une part l'extradition, si vous voulez, de ces personnes visées par les mandats d'arrêt internationaux et la libération des 46 militaires. Quelle est votre lecture après avoir entendu ce message livré par le président de la transition au ministre des Affaires étrangères nigérian? Vous savez, Barou, mon sentiment par rapport à cette question, c'est que le Mali et la Côte d'Ivoire, oui, c'est des pays très liés par la géographie, liés par une intégration des peuples, des populations elles-mêmes. Et de mon point de vue, le meilleur règlement qu'on puisse trouver pour ces problèmes-là, c'est le règlement diplomatique. Le Mali est dans son rôle de chercher à comprendre comment des militaires avec armes débarquent d'après les autorités elles-mêmes sans en être informées. Ça peut intriguer, ça peut interroger. Mais encore une fois, moi j'en appelle à la désescalade. Oui. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous ne gagnerons rien. Maintenant qu'on est dans l'escalade, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je pense que l'escalade ne peut pas prospérer. On est obligé d'aller à la désescalade. L'escalade entre la Côte d'Ivoire et le Mali, compte tenu de tout ce que je viens de rappeler. Oui. Les relations historiques, les relations séculaires, les relations de brassage qu'il y a entre les populations, les relations économiques et financières qui nous lient. Pour toutes ces raisons, je ne peux pas envisager qu'une escalade puisse continuer. Je crois que la diplomatie est à la manette. Attendons, ne mettons pas trop d'huile sur le feu. Oui, c'est justement cette diplomatie qui a fait le choix de cette option d'échange. La diplomatie n'a pas fait ce choix. Le président de la transition est le chef de la diplomatie malienne. Non. Quand il dit diplomatie, j'entends aussi les acteurs extérieurs, oui, qui sont dans la question, qui sont partie prenante de la gestion de cette affaire. Je vais parler du Togo, je vais parler de Macky Sall, le président Macky Sall du Sénégal, et d'autres présidents. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Je crois qu'il y a une dynamique diplomatique qui est en cours. Et moi, je souhaite que cette dynamique-là prospère dans l'intérêt de tous les deux pays. Je pense que nous sommes entre nous des pays frères. Je suis convaincu que le président Assimi ne voudrait pas de mauvaises relations avec la Côte d'Ivoire. Je suis convaincu de ça. Il aime bien ce pays. Il sait que les intérêts du pays sont liés aux intérêts ivoiriens. Et je suis convaincu qu'avec le temps, avec la diplomatie qui est en cours, chacun trouvera son compte sans qu'on rentre dans une espèce de surenchère qui ne sert pas le pays, qui ne servira pas la Côte d'Ivoire, qui ne servira pas le Mali. L'option d'échange, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne voudrais pas
encore une fois. Vous esquivez cette question. Non, je n'esquive aucune question. Je vous ai dit ce que je pense. Je ne suis pas dans cette dynamique-là. Je dis encore une fois, je souhaite que la diplomatie prévale. Et c'est possible. Des problèmes plus compliqués que ça ont été réglés sur le plan diplomatique. J'entends que le Mali et tous les amis du Mali travaillent à ça. C'est ça mon avis. Pour un dénouement de cette situation, la Côte d'Ivoire a décidé de saisir la CEDEAO. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un instrument diplomatique de règlement des problèmes. Vous voyez ce que je disais. Mais on a l'impression que dans leur communiqué, ils constatent l'échec des efforts diplomatiques en la matière. Non, s'ils avaient fait ce constat d'échec de la diplomatie, ils n'auraient pas saisi la CEDEAO. La CEDEAO, c'est quand même un espace... Peut-être pour une éventuelle activation du force en attente de la CEDEAO. Je ne souhaite pas et je suis convaincu qu'on n'arrivera pas à cette extrémité-là. Ce n'est pas productif. Nous sommes des gens civilisés. Nous pouvons régler nos problèmes sans rentrer dans des menaces pareilles. Cette posture est à écarter. En tout cas, moi, je ne la souhaite pas. Oui. Je ne la souhaite pas. Et j'ose espérer que le colonel Assimi, qui est un patriote, que personne ne peut contester, personne ne peut contester le patriotisme d'Assimi. Il peut être dans des décisions qui ne sont pas souvent comprises, ou bien qui ne sont même pas souvent acceptées. Mais nul ne peut douter de son patriotisme. Et au nom de ce patriotisme, je suis convaincu qu'il n'engagerait pas le pays dans l'aventure. Encore une fois, je souhaite que la diplomatie prévale, que tous les moyens diplomatiques, dont la CEDEAO dont vous parlez, dont d'autres instances internationales, soient mis en branle pour que nous sortions de ce problème-là. Le Mali a aussi décidé de saisir le Conseil de sécurité d'une plainte contenant des accusations graves contre la France. Le Mali accuse la France de fournir des renseignements aux groupes terroristes, de les aider en termes d'équipement militaire. Saisine, quelle lecture faites-vous de cette saisine? Je pense que le Mali a raison de saisir l'ONU, dont c'est la mission de recenser les problèmes entre les États et d'apporter les solutions. C'est ça, entre autres, une des raisons de l'ONU. C'est une instance internationale tout à fait propice, tout à fait habilitée pour connaître des conflits pareils. Il appartient maintenant à l'ONU d'organiser ce qu'il a organisé pour que la France se défende. Le Mali aussi apportera, j'en suis convaincu, les preuves de ces allégations. Et dans une confrontation entre pays civilisés, entre pays souverains, la vérité triomphera. Moi, c'est ce que je souhaite. Sauf qu'il nous revient que les Nations Unies ne seraient pas dans les dispositions de donner suite à cette plainte. Je ne sais pas pourquoi les Nations Unies ne donneraient pas suite à ça. Le Mali est un pays à part entière des Nations Unies, tout comme la France. Même si le Mali n'a pas le droit de veto, le Mali a le droit d'être entendu par l'ONU. Le Mali estime qu'il a ses preuves, qu'il a les preuves de ses allégations. Je crois que le minimum de bon sens et le minimum de justice voudrait qu'on entende, qu'on écoute le Mali, qu'on l'entende. Il appartiendra à la France de se défendre pour dire, parce que le Mali l'accuse. L'accuse avec des preuves. Il appartiendra à la France de démontrer que les preuves produites ne sont pas solides et qu'elle ne se reproche rien dans cette affaire. Et je crois que l'ONU a cette vocation-là, l'ONU a cette mission de parler entre les États. Et c'est pourquoi le Mali a saisi les Nations Unies. Dr Choguel Kokala Maïga est absent de la primature depuis un certain temps. L'URD est un partenaire, si vous voulez, de son gouvernement, puisque vous avez un représentant dans ce gouvernement. Dites-nous, quelles sont les dernières nouvelles concernant Dr Choguel Kokala Maïga? Bon, vous qui êtes un cadre de l'URD. Je suis un cadre de l'URD, c'est vrai. Je confirme, nous sommes partenaires pas seulement du gouvernement, nous sommes partenaires de cette transition. Oui. Nous l'avons dit très tôt et nous avons été ceux qui ont travaillé, nous sommes de ceux qui ont travaillé pour que cette transition soit. Souvenez-vous, nous sommes quand même le seul parti politique presque de la place qui est resté constant dans l'opposition depuis 7 ans. Membre du M5 RFP aussi. Nous sommes membres et nous en sommes même la première et principale force politique du M5. Choguel, je n'ai pas ces nouvelles. Oui. Ce que j'apprends, c'est
comme tout le monde. On apprend qu'il est... Vous pensez qu'il y a un omerta autour de ces... Je ne sais pas, ça c'est vous qui le dites, je ne sais pas s'il y a omerta. Ce que je sais, il est absent de la scène publique. Il a été dit qu'il était en repos forcé après des commentateurs plus ou moins proches de lui nous ont fait comprendre qu'il s'agirait d'une maladie. Ce que je peux dire, quelle que soit la situation, maladie, repos forcé, je souhaite que le docteur Choguel reprenne la plénitude de ses capacités physiques et mentales afin qu'il vienne continuer le travail qu'il était en train de faire. L'URD est partenaire du gouvernement, l'URD est partie prenante du gouvernement, l'URD est partie prenante de cette transition, l'URD est dans un soutien massif et sincère par rapport à cette transition. De ce point de vue, Choguel est un acteur majeur de cette transition. Son absence n'est pas une bonne chose. Nous aurions souhaité qu'il soit là, mais permettez-moi de ne pas rentrer dans certaines spéculations parce que je n'en sais pas grand-chose. En attendant son retour, le président de la transition, colonel Goïta, a décidé de jeter son dévolu sur le colonel Abdoulaye Maïga. Comment vous jugez déjà ses premiers pas en tant que premier ministre intérimaire? Vous savez, Abdoulaye Maïga, le colonel Abdoulaye Maïga, il a d'abord démontré avant d'être appelé à assurer l'intérim en tant que ministre de l'administration territoriale. Oui. Il a fait montre d'une certaine ouverture, d'une certaine capacité d'écoute. Vous vous souviendrez qu'il a renoué avec la classe politique, avec toute la classe politique, y compris avec ceux qui avaient des voix plus critiques. Je pense qu'en le confiant l'intérim et éventuellement en le confirmant, il pourra amplifier cet état d'esprit-là. Vous envisagez une éventuelle confirmation de l'intérimaire? Mais je ne l'exclus pas. Oui. Quand il est intérimaire, ça veut dire que le titulaire est absent. Un intérimaire a souvent vocation à être confirmé, mais encore une fois, ce n'est pas de ma prérogative, ce n'est pas de la vôtre. Il appartiendra au président de la transition d'en décider. Mais si je ne dirais pas extraordinaire, par ordinaire, ce qui est tout à fait ordinaire. Choguel, comme je l'ai dit, je souhaite qu'il revienne, qu'il reprenne sa place, mais si par extraordinaire, il n'est pas là, il n'est pas capable de reprendre son poste, il n'y a aucune raison qu'on ne confirme pas Abdoulaye Maïga. Abdoulaye Maïga, un officier supérieur, brillant, à l'écoute des partis politiques, à l'écoute des Maliens, et tout le monde l'a vu à l'œuvre. Je crois qu'il a réussi des bonnes choses et je pense que demain, s'il est confirmé Premier ministre, il s'agira pour lui de continuer ce travail. Et de ce point de vue, vous pouvez compter sur l'URD pour continuer à appuyer tout ce qu'il fera. En restant dans ces éventualités, vous, en tant que politique, vous ne verrez pas des mauvais œils de voir les militaires occupés, en tout cas... si vous voulez, tous les organes en charge de gérer la transition? Vous savez, ce débat, il n'est pas intéressant. Oui. Militaires, ils sont d'abord maliens, qui ont les mêmes diplômes que les politiques dont vous parlez, dont vous et moi. Dans les temps, vous avez quand même eu à montrer toute votre opposition à un tel choix. Non, moi, je ne suis jamais de ceux qui sont opposés. Moi, je suis opposé à des pratiques. Je ne suis pas opposé à des qualités ou à des personnes. Quand les militaires ne font pas bien, comptez sur moi pour le dénoncer. Mais je ne suis pas dans les débats qui consistent à dire il est militaire donc il est exclu. Les militaires, en particulier dans le régime actuel, nous sommes dans un régime d'exception, de transition. Ne l'oublions jamais. Et donc, quand des militaires occupent les hautes fonctions du pays, je ne vois pas de problème. Mais ce qui est important pour moi, c'est ce qu'ils feront de ces hautes fonctions. S'ils ne travaillent pas à l'intérêt du pays, au redressement du pays, au rayonnement du pays, comptez sur moi pour leur dire non. Mais pour le moment, je crois qu'ils sont en train de réussir de bonnes choses et bien sûr, tout ne leur a pas réussi, hein? Il faut les reconnaître. Il y a des erreurs, il y a des manquements. Mais sortons du débat qui consiste à dire qu'il est militaire, il ne doit pas être là. Non, dépassons ça. Travaillons à rassembler le Mali. Nous avons trop parlé des autres, de nous-mêmes souvent, en particulier au sein de l'URD. Il est temps qu'on sorte du débat qui concerne les personnes, qui concerne nos partis pour parler du Mali, dont les enjeux aujourd'hui sont cruciaux, importants. Nous avons des enjeux sécuritaires.
nous avons des enjeux diplomatiques, nous avons des enjeux économiques. Les populations maliennes, en particulier le leadership politique, est attendu sur ces questions-là. Je ne les entends pas trop souvent et c'est ce qui est dommage. On est dans les discours qui consistent à stigmatiser X, à parler des Choguel, qu'il est ceci, il est cela. Sortons de ça, parlons de notre pays. En tout cas, l'URD, sous la direction de M. Guagnon Coulibaly, désormais entend prendre sa part et toute sa part dans le débat politique, dans le débat public. Et je crois que c'est ce qui intéresse les Maliens. Du coup, nous sommes malheureusement au terme de cet entretien, mais un message à lancer à tous vos camarades de l'URD après cette décision, cet arrêt de la Cour d'appel de Bamako qui confirme le jugement du tribunal de première instance de la commune 5. L'appel, c'est un appel à l'unité, au rassemblement. Je l'ai dit à d'autres occasions. Un parti politique, par essence, est un espace de débat contradictoire, d'affrontation, de confrontation. En particulier quand un parti est grand comme le nôtre, composé de cadres de diverses formations, de divers horizons, de diverses conditions socio-économiques. Il y en a tout à l'URD. C'est l'un des rares partis où tu retrouveras près d'une vingtaine d'anciens députés, près d'une dizaine d'anciens ministres, où tu retrouveras des ouvriers, des grands opérateurs économiques, des entrepreneurs du BTP. Toutes les couches socio-professionnelles se retrouvent dans ce parti. Nous sommes un grand parti, nous devons nous rassembler parce que divisés, nous sommes faibles. J'appelle, j'amplifie là, je fais écho là à un discours très cher au nouveau président légitime du parti, à savoir M. Guagnon Coulibaly. Et tous ses camarades, nous étions en réunion l'autre jour, la tendance c'est de tendre la main à nos camarades. Nous pouvons diverger, nous pouvons ne pas être d'accord sur tel ou tel sujet. Nous pouvons nous affronter. Il est temps qu'on sorte de nos chicanes pour nous consacrer à notre parti et au-delà à notre pays. Nous en avons les moyens. Je vous ai dit, c'est un parti creusé d'intellectuels. Le débat contradictoire est important et nécessaire dans un parti politique. Il en constitue même le stimulant de croissance. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Savoir se mettre ensemble pour marcher vers les objectifs. Et les objectifs, ils sont clairs chez nous. C'est la conquête et l'exercice du pouvoir pour offrir une autre alternative à notre pays. C'est à cela que nous sommes dédiés et dans les jours à venir, nous serons totalement engagés pour ça. Et l'ensemble des cadres, personne ne sera exclu parce que le congrès extraordinaire qui est à l'origine de toutes nos incompréhensions n'a exclu personne. Chacun reste à son poste, chacun à sa place, dans un esprit de camaraderie, de fraternité qui nous a toujours réunis au vivant de Soumaïla. Je paie à son âme. Je pense que cet esprit-là doit continuer pour le bonheur du parti, mais au-delà pour le bonheur du Mali. Diko, merci d'être venu nous voir dans le studio Bamindao. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Dimanche Invité qui recevait comme invité M. Mamadou Abdoulaye Dao. Il est du secrétariat Abdoulaye Diko, Mamadou Abdoulaye Diko. Il est du secrétariat politique de l'URD, Union pour la République et la démocratie. Merci encore une fois et au revoir.